Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse aux relations entre deux hommes qui représentent chacun deux pays rivaux et différents. La partie diplomatique à laquelle se livrent Napoléon III et Otto von Bismarck n'est pas aisée à étudier. Son issue y est pourtant pour beaucoup. La défaite cinglante du premier est attribuée à part égale à son manque d'organisation stratégique, au manque de préparation de la France et à l'habileté diplomatique du Prussien. Le combat qui a commencé entre deux volontés de puissance s'achève dans une lutte entre deux peuples pour le contrôle de l'Europe. Vous voulez en savoir plus sur les relations diplomatiques entre Napoléon III et Bismarck? Venez avec moi. Otto von Bismarck, fondateur de la nation allemande, forgeron de l'Empire, ses représentations fondent le mythe dont il est entouré et qu'il se déploie à partir des années 1890. C'est également durant cette période que le chancelier multiplie les déclarations nationalistes affirmant qu'il existe une communauté nationale, fondée sur l'existence d'une culture commune. Incontestablement, Bismarck veut alors rester dans l'histoire comme le forgeron, le Roland allemand. Mais sa politique et ses convictions ont-elles scellé qu'il prétend afficher à la fin de sa vie dans un contexte de mystification de sa propre personne? Tout un courant historiographique a alimenté ce mythe en analysant l'œuvre politique de Bismarck sous le seul angle de la construction nationale. Cette tradition commence du vivant même du chancelier. On en trouve une expression récente dans les ouvrages d'Otto Baker. Mais c'est dans la biographie d'Arnold Oskar Mayer qu'il atteint son expression la plus achevée. Celui-ci affirme que l'ensemble de l'œuvre d'Otto von Bismarck a été inspiré par un dessein national, qui trouve ses racines dans sa foi luthérienne profonde et dans son absolue fidélité à la monarchie prussienne de Guillaume Ier. D'autres auteurs insistent en revanche sur une inflexion majeure de ses convictions, comme dans son œuvre nationale qui date généralement de la victoire de Sadova sur l'Empire d'Autriche en 1866. La partie diplomatique à laquelle se livrent Napoléon III et Bismarck n'est pas facile à étudier. Son issue est pourtant très importante. La défaite cinglante de l'empereur français est attribuée à part égale à son manque d'organisation stratégique, à l'impréparation de l'armée et à la formidable diplomatie du Prussien. Le combat qui a commencé entre deux volontés de puissance s'achève dans une lutte entre deux peuples. Les historiens des deux pays, mis à contribution par le Reich du Kaiser Guillaume II, la jeune République de Weimar et la Troisième République, pour forger une histoire nationale, contribuent incontestablement à durcir ces tendances, à creuser le fossé entre les événements et leur reconstruction partisane. Car entre le secret d'État qui scelle jalousement les archives prussiennes, les partitions européennes qui interdisent l'accès libre et entier aux sources diplomatiques et l'opprobre jeté sur la politique impériale, il est difficile d'écrire cette histoire bilatérale jusqu'à une date récente. C'est pourtant une des clés d'analyse du Second Empire, tout comme des relations internationales de la seconde moitié du XIXe siècle. Napoléon III mesure très tôt ce qu'un diplomate comme Bismarck peut lui apporter sur l'échiquier européen. C'est d'abord le plénipotentaire prussien à la diète de Francfort qui s'est éveillé sa curiosité. Il a le sens de la provocation. Ne menace-t-il pas ses homologues allemands dès 1854 d'une alliance franco-prussienne obtenue s'il le faut par le sacrifice des provinces rhénanes? À l'intérieur, c'est un jeu dangereux, car la charge symbolique attachée à la personne de l'empereur des Français, héritier de la tradition révolutionnaire des Bonaparte, pour la droite, fossoyeur de la République de 1848 pour la gauche libérale et démocratique, en fait unanimement l'ennemi des républicains. Bismarck aime provoquer, c'est certain, car provoquer, c'est exister. Il est ainsi persuadé que les grandes crises créent un climat favorable à la croissance de la Prusse. Mais son intérêt pour Napoléon III n'est pas artificiel. Le pays a besoin d'alliances et la France est le meilleur allié possible. Le révisionnisme de la politique impériale s'accorde parfaitement avec ses vues. La Prusse n'a pas davantage d'intérêt que la France au maintien de l'ordre de Vienne, qui réaffirme par l'autocratie tsariste à Olmütz, la subordonne à sa rivale autrichienne dans l'espace germanique. Il faut mener une politique d'intérêt et non de sentiment, affirme-t-il. Autrement dit, Bismarck ne craint pas Napoléon III et mesure très vite l'intérêt d'un rapprochement.
J'ai l'impression que l'empereur Napoléon est un homme intelligent et aimable, bien qu'il ne soit pas aussi habile qu'on veut bien le dire. Qu'il se passe un événement quelconque, on le met sur son compte. Et s'il le peut à contretemps dans l'Asie orientale, on en attribue la faute à quelques machinations perfides de l'empereur. On s'est habitué, et cela surtout chez nous, à le considérer comme une sorte de génie du mal, méditant toujours quelques mauvais coups pour troubler le monde. Napoléon III reçoit donc le diplomate prussien à 2 reprises, en 1855 à l'occasion de l'exposition universelle et en avril 1857. Dans ses mémoires, Bismarck affirme, ainsi que son hôte lui fait comprendre qu'il désire et projette un accord intime entre la France et la Prusse. À l'automne 1858, il confie à l'ambassadeur russe ces mots du souverain. « Je n'ai point de plan ambitieux, comme le premier empereur, mais si d'autres États obtiennent quelque chose, il n'est pas possible à la France de repartir les mains vides. » En 1870, il avancera que dans le secret de leur conversation, Napoléon III lui a fait l'offre d'un traité de neutralité pour le cas d'une guerre franco-autrichienne à propos de l'Italie. Vrai ou faux? Ces bruits révèlent au moins l'intérêt manifeste de Bismarck pour un rapprochement. L'empressement de l'empereur à le recevoir permet de penser qu'il est partagé. L'évocation de la question italo-autrichienne ajoute à la vraisemblance de la combinaison, mais celle des provinces rhénanes rend l'affaire plus compliquée. Elle permet d'accuser la perfidie des 2 hommes. Pour les historiens nationalistes allemands, Napoléon III révèle sa soif de conquête. Pour les libéraux allemands, Bismarck utilise une des diplomaties de cabinet réactionnaires et démontre son mépris pour la cause nationale. Détracteurs comme défenseurs des 2 personnages auront donc à cœur de leur tracer un plan à long terme qui prouve ou nie l'existence de cette mobilité rhénane. Pourtant, si l'on admet que ce rapprochement est souhaité par les 2 hommes, il faut bien leur chercher un prétexte. Pour Bismarck, obtenir le soutien de l'empereur, c'est s'assurer d'un appui solide dans la lutte pour la primauté germanique contre l'Empire d'Autriche de François-Joseph de Habsbourg, et dès lors, lui faire espérer des compensations avec ou non l'intention de les honorer, un prix à payer à condition que les circonstances l'exigent. Pour Napoléon III, l'interprétation est plus délicate. Enfermer sa diplomatie dans l'unique politique des nationalités est une erreur. D'abord, le choix de la Prusse et d'un Bismarck ne plaide guère a priori en ce sens. Enfin, les recherches récentes sur la question polonaise, roumaine ou italienne remettent en cause cette vision absolue. L'empereur des Français entend pratiquer une politique de puissance et de la faire coïncider avec le puissant mouvement d'unification nationale, à l'exemple de l'Italie. Cette politique a pour objectif premier d'affaiblir, de détruire, d'empêcher que se reconstitue la coalition qui a présidé à la chute du Premier Empire. La guerre de Crimée et plus encore son règlement sont de ce point de vue un coup de maître. La France y assoit sa puissance militaire et diplomatique. Non seulement britanniques, autrichiens et russes s'affrontent, mais le rapprochement franco-russe est là pour s'assurer que leur division perdure. Ce dernier cependant ne comble qu'imparfaitement les attentes napoléoniennes. Certes, la Russie du tsar Alexandre II reste neutre dans la guerre de 1859, guerre menée pour l'unification italienne, donc aussi pour affaiblir l'Autriche, mais elle marque beaucoup de réticence. Napoléon III mesure dès l'entrevue de Stuttgart de 1857 les limites du jeu franco-russe. La seconde visite de Bismarck, la même année, tombe à point nommé et révèle dans ce contexte les attentes impériales. La Prusse peut être un partenaire utile à 2 degrés, en affaiblissant durablement l'Autriche forcée d'accepter un partage des affaires allemandes, ce qui ouvre aussi des perspectives pour une solution à la question italienne, en constituant avec la France un front suffisamment fort pour faire reculer les autres puissances de l'ordre de 1814. Cela implique évidemment un pari osé sur la capacité de Bismarck à hisser la Prusse à ce niveau de puissance. Cela ne signifie pas non plus que l'empereur renoncerait à saisir toute autre occasion qui se présenterait à lui de réaliser ces mêmes objectifs, fin de l'ordre de Vienne, nouvel équilibre, y compris territorial, des puissances européennes. Et là encore, on ne peut déceler la similitude des vues avec Bismarck. En octobre 1862, l'arrivée au pouvoir en Prusse de celui qui exerce sa dernière ambassade à Paris est donc plutôt de bon augure. Certes, l'empereur ne parvient pas à imposer une solution à la question polonaise, mais tel n'était pas l'objectif de son intervention contre la Russie.
Il manque une occasion de redessiner la carte européenne à l'avantage de la France, comme certains ont pu le rêver à haute voix dans son entourage en février-mars. Certes, son grand projet de congrès européen est encore ajourné à l'automne. L'année 1863 marque bien ses insuccès, mais ni une rupture franco-russe brutale et définitive, ni le début d'une indéfectible amitié prusso-russe dont Bismarck voudrait faire l'objectif principal de sa politique d'unification. On peut également constater que la Russie ne négocie pas de virage francophone et prussophile au printemps 1863. Napoléon III possède toujours une carte russe dans son jeu, libre à lui d'en user ou non au moins jusqu'à l'été 1866, voire jusqu'en 1870. Quant à Bismarck, avec la fameuse convention Alvensben du 8 février, il a voulu assurer la pérennité des possessions polonaises de la Prusse, mais aussi faire un coup diplomatique qui redistribue les cartes européennes. En ce sens, le pari est osé, mais plutôt réussi à l'automne 1863. Et Napoléon III est sans doute le premier à saisir que la Prusse est en train d'acquérir une valeur en tant qu'allié. Bismarck le flatte très habilement avec des bonnes dispositions et convainc son souverain Guillaume Ier d'accepter la proposition de congrès que moque l'Europe entière. Et à entendre le chef du Quai d'Orsay, pourtant fort peu prussophile, l'initiative est heureuse. Mais jusqu'à l'été 1866, le problème est bien là. Napoléon III peut-il formuler à l'adresse de Bismarck des exigences pour une entente ? La mission de son aide de camp et intime, le général Fleury, dépêché à Berlin et Copenhague à l'hiver 1863-1864, à l'occasion de la crise des duchés de Danemark, est aussi hautement symbolique. Bismarck y tient un discours rodé depuis maintenant 10 ans. La Prusse ne peut pas reculer, elle serait prête même à céder les provinces rhénanes. Notre ministre sait qu'il serait très risqué pour l'empereur d'exiger explicitement un tel prix pour son soutien, car il est douteux que les autres puissances européennes acceptent que la Rhénanie puisse être une nouvelle Savoie. Conclure un tel accord serait livrer une arme bien redoutable dans les mains de Bismarck. Napoléon III est trop avisé pour l'ignorer. Nous avons fait vis-à-vis du Danemark tout ce que nous pouvions faire. Pour le congrès restreint au Danemark, répondez que vous en référez à votre gouvernement. Ne parlez pas du Rhin. Mais alors que seul Bismarck tire profit de la situation, puisqu'il obtient la bienveillance neutralité de la France sans rien céder en retour. Le fait qu'il ne puisse établir une alliance préliminaire définissant des compensations territoriales n'implique nullement qu'il ne pense pas les obtenir de circonstance. D'ailleurs, s'il emporte la partie à Gadsden en août 1865, Bismarck est inquiet. Il souhaiterait que Napoléon III lui réaffirme son désintérêt pour le Rhin. Le ministre en a besoin pour convaincre tous ceux qui, en Prusse, au premier rang duquel le roi Guillaume Ier, craignent les réactions de la France. Bismarck n'hésite pas alors à aller au-devant de l'empereur. Le voyage de Biarritz est-il un fiasco ? Toute entreprise comme celle-là, en marge de la diplomatie officielle, est évidemment entourée de mystères difficiles à saisir. Le ministre prussien n'obtient pas d'accord formel. Il souhaite s'assurer que la France ne s'opposera pas à une politique qu'il a d'ailleurs franchement exposée, étendre l'influence prussienne en Allemagne du Nord. Il le peut parce que Napoléon III le veut bien. Il serait erroné cependant d'imaginer qu'il s'enferme en 1866 dans un attentisme naïf, espérant récolter sans effort les fruits du succès de Berlin, dont il s'assurerait encore de la coopération en plaçant sur le trône de Roumanie son parent et neveu, le roi Guillaume Karl von Hohenzollern. En réalité, c'est plutôt Bismarck qui fait sienne une initiative roumaine, car il faut s'attacher à un empereur dont il craint toujours qu'il ne lui fasse faux bond, et s'assurer la possession d'une pièce maîtresse au cas où le cauchemar des plans d'échange deviendrait réalité. À 2 reprises, en 1866, Napoléon III est en effet prêt à soutenir la combinaison suivante. Cession de la Vénétie à l'Italie par l'Autriche, dédommagée par les principautés danubiennes. Il permettrait de résoudre pacifiquement la question italienne et de ménager le dualisme allemand en offrant à la Prusse de renforcer son influence dans le Nord par l'acquisition des duchés danois. Naturellement, Bismarck y perdrait son allié de revers italien et son prétexte pour chercher la guerre à l'Autriche de François-Joseph de Habsbourg et l'hégémonie en Allemagne. La manœuvre échoue en raison des exigences autrichiennes, la Silésie prussienne.
Napoléon III ne souhaite nullement la toute-puissance viennoise en Allemagne. Pour autant, la stratégie française n'est ni inepte, ni nécessairement vouée à l'échec. Le traité franco-autrichien est un succès, car les Habsbourg perdent ou gagnent la guerre, ils céderont la Vénétie. Et si la victoire doit revenir aux Prussiens, Napoléon III ne l'exclut peut-être pas. Les rigueurs d'une guerre longue amèneront Bismarck à vouloir négocier. Quoi qu'il en soit, Napoléon III l'a encore répété à Guillaume Ier en mars. Toute modification de l'équilibre européen devra être sanctionnée par un nouveau congrès des puissances. Seule la bataille de Sadova fige la stratégie napoléonienne, car la victoire rapide et totale de la Prusse ne lui permet pas d'imposer sa médiation, ni un congrès destiné à fixer un nouvel ordre favorable à la puissance française. Mais plus encore que Sadova, n'est-ce pas la demande de compensation territoriale elle-même et son échec qui scelle aux yeux des Français et des Européens la faillite diplomatique de Napoléon III? En effet, cette demande amène à penser que tel était le but suprême de sa politique allemande. Il s'agit surtout de légitimer, a posteriori, l'orientation prussienne d'une politique qui n'a jamais voulu explicite et exclusif. En ce sens, il subit probablement la funeste pression de l'opinion et de son entourage. Souvenons-nous des mots du général Randon. C'est nous qui avons été battus à Sadova. Napoléon III n'évoque que la volonté d'entretenir le dualisme germanique, mais alors il lui faudrait conclure en acceptant que l'Autriche soit chassée d'Allemagne. Napoléon III subit une grave défaite diplomatique. Le tsar Alexandre II propose à l'empereur, avant et après Sadova, d'imposer à la Prusse un congrès et le maintien du dualisme. Cette alliance, Napoléon III la repousse parce qu'il souhaite la fin de l'ordre de Vienne de 1815. Sans doute méconnaît-il ensuite, à partir de la août 1866, la volonté révisionniste russe. À la fin de l'été 1866, la stratégie napoléonienne n'a pas encore formellement échoué. Seul un attentisme prolongé la condamne. Il lui faut en effet accepter que la donne diplomatique soit irrémédiablement modifiée par la victoire de Bismarck et tranchée entre deux voies. Aménager un nouvel ordre avec Bismarck, qui d'ailleurs n'est pas suffisamment en situation de force pour le repousser ou rompre avec Berlin, et redéfinir une politique assortie de nouvelles alliances pour contrer la montée en puissance de la Prusse. Dans un premier temps, la diplomatie impériale semble opter pour la première. Mais la méfiance envers Bismarck et plus encore l'indécision et l'accumulation d'erreurs stratégiques ne permet pas à la France de gagner le Luxembourg. Car dans cette affaire, l'étude minutieuse des sources apporte de nouveaux éclairages. Bismarck ne cherche pas à fonder une alliance bilatérale dont la négociation autour du Luxembourg serait un des éléments constitutifs. Il s'y refuse parce qu'elle impliquerait une relation de dépendance de la future Allemagne vis-à-vis de la France. Mais il ne tend pas non plus un piège à Napoléon III en excitant ses convoitises vers un objet dont il entend se servir à cette seule fin. Dans un premier temps, il travaille réellement à la possibilité d'une annexion, comme le démontrent les archives. À l'été 1866, la situation l'exige instantanément. Ensuite, et jusqu'au printemps 1867, le Luxembourg peut servir à établir non pas une alliance, mais un compromis avec la France. La correspondance avec l'ambassadeur prussien à La Haye confirme la stratégie qu'il expose aux dirigeants français dès août. Il fera planer de fausses menaces sur le Limbourg pour forcer les Pays-Bas à abandonner le Luxembourg. Libre alors à la France d'agir pour s'en emparer, mais Berlin ne pourra pas donner l'impression d'y consentir, et le stratagème n'est pas percé à jour par les Hollandais. Bismarck est conforté dans son action. Cette attitude est encore attestée par l'orientation de sa politique d'opinion. D'ailleurs, certains contemporains soupçonnent bien que l'affaire du Luxembourg est menée par la France avec l'active complicité de Bismarck. Au contraire, cette crise montre une fois encore que sa politique obéit aux circonstances et ne cesse donc de se redéfinir. L'ambiguïté du discours diplomatique et politique est totale. On ne peut ainsi s'interroger sur la décision de publier les traités militaires signés entre la Prusse et l'Allemagne du Sud le 22 août 1866. Elle intervient le 20 mars, motivant sans doute la décision du roi des Pays-Bas Guillaume III de ne pas conclure l'affaire sans la bénédiction officielle de la Prusse, et cette démarche modifie évidemment la donne dans un sens que Bismarck avait annoncé dès l'été. Mais il est difficile d'affirmer que la réaction hollandaise a été calculée. En revanche, la publication donne à la France un mobile supplémentaire pour une action de compensation.
La reine Augusta parle de provoquer une contre-démonstration française. Ce n'est que le 3 avril, alors que la transaction est devenue publique, que Bismarck met fin à sa politique d'ambiguïté et donc de conciliation avec l'Empire français. L'opinion allemande ne permettrait pas de donner son accord à une telle combinaison. L'affaire a échoué parce que la diplomatie française a trop tardé à s'en emparer. La période qui s'ouvre alors et s'achève tragiquement à Sedan est marquée par l'incapacité de la diplomatie impériale à trouver une alternative à l'entente avec la Prusse. L'échec définitif de l'entreprise mexicaine, les difficultés à mettre en place les grandes réformes de l'empire libéral, notamment celle de l'armée, mais aussi les divergences de vues entre les ministres libéraux et l'empereur, pèsent lourd sur l'efficacité de la politique extérieure. Napoléon III se convainc sans doute assez tôt que l'affrontement avec Bismarck est devenu inéluctable. Encore faut-il s'y préparer. La Russie, dans cette perspective, est ignorée. Lorsque les dirigeants français prennent la décision de déclencher la guerre contre la Prusse le 19 juillet 1870, ils tombent dans le seul piège que Bismarck leur ait jamais tendu, celui de la candidature à Hohenzollern pour le trône d'Espagne. Ce dernier a pu tisser sa toile, car il savait l'empereur affaibli, la diplomatie française indécise, contradictoire et démunie, sans alliés. Car l'Italie fait la sourde oreille depuis que Napoléon III a favorisé le pape contre l'unification italienne. La Russie est mise de côté. L'Espagne est empêtrée dans une crise de succession depuis l'abdication de Isabelle II, et le Portugal de Louis Ier fait face à des révoltes. L'Empire d'Autriche est contraint de suivre la politique de la Prusse depuis sa défaite de 1866. Et enfin la Bavière de Louis II a signé un traité de défense mutuelle avec la Prusse depuis la victoire de Sadova en 1866. De plus, Napoléon III aborde le conflit sans alliance, car sa dernière carte, qui sont les États-Unis, sortent de sécession refusant et dans l'impossibilité d'intervenir, mais surtout l'Empire français se trouve en infériorité militaire. Il n'est pas douteux que l'empereur, en se laissant convaincre le 15 juillet, porte une part importante des responsabilités. Son dernier acte de résistance à Bismarck, lorsqu'il refuse de signer la capitulation au nom de la France à Sedan, retarde la victoire finale de ce dernier et l'handicape peut-être plus lourdement. Mais la France républicaine ne peut renverser la situation. Comme on l'a vu, la relation complexe, nourrie d'esquives et de faux semblants entre Napoléon III et Otto von Bismarck amène la chute du Second Empire et l'imposition de la puissance de la Prusse sur l'Europe entière. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.